TCI 17h36 et demain 13 juillet l'Union pour la Méditerranée va fêter ses 15 ans. L'Union pour la Méditerranée qui, comme son nom l'indique, œuvre pour opérer sur certains sujets qui sont en commun avec tous les pays du pourtour méditerranéen et donc il fait un formidable travail depuis 15 ans. L'occasion pour nous d'inviter au bout du fil le directeur du cabinet du secrétaire général de l'UPM qui est Julien Clèche et qui est avec nous au bout du fil pour faire le bilan de ces 15 ans et puis de ce qu'il en ressort de cet anniversaire. Donc Julien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter. Ravi d'être avec vous. Bah oui, plaisir partagé, puisque depuis quelque temps déjà on suit un petit peu les travaux, les activités, les actions, les projets de l'UPM, Union pour la Méditerranée. Mais peut-être on va directement aller dans le vif du sujet. Julien, rappeler un petit peu cette Union pour la Méditerranée qui a été créée il y a 15 ans pile poil. Donc demain ce sera 15 ans, donc c'était le 13 juillet 2008. Le contexte peut-être de sa création, dans quel objectif, dans quel contexte, et puis voilà, quels sont ces projets phares à cette union. Écoutez, merci beaucoup tout d'abord de me donner l'occasion de m'exprimer à l'occasion de ce 15e anniversaire. C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps pour une organisation intergouvernementale. Donc c'est vrai que les anniversaires sont souvent l'occasion de regarder ce qui a été fait, puis aussi de se projeter sur l'avenir. Donc le contexte dans lequel est née l'Union pour la Méditerranée, c'est celui de 2008, pendant la présidence française de l'Union européenne, où a émergé l'idée avec la France et d'autres pays européens et de la rive sud de la Méditerranée de donner un nouvel élan au processus de Barcelone, qui avait été lancé dans la ville du même nom, dans la ville du processus qui porte le nom aujourd'hui, en 1995, avec l'idée de renforcer ce partenariat euro-méditerranéen, de lui donner un cadre et des moyens d'action plus ambitieux, et puis surtout un cadre qui repose sur ce qu'on appelle la co-appropriation, et puis bâtir des orientations communes, une vision commune sur la base du consensus. Donc en 43 États membres se sont réunis en 2008 pour se lancer dans cette aventure, en se focalisant sur six grands domaines d'intervention qui ce qui est frappant, c'est que ces domaines étaient déjà des priorités à l'époque et aujourd'hui elles le sont encore plus, de manière peut-être même encore plus urgente, à savoir exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, à savoir l'action climatique et l'énergie, l'environnement, l'eau et l'économie bleue, l'enseignement supérieur et la recherche, l'économie et l'emploi, le transport et le développement urbain, toutes les questions sociales et d'inclusion. Voilà, autant de sujets qui sont plus que jamais au cœur des enjeux méditerranéens et pour lesquels l'Union pour la Méditerranée essaye de continuer à être cette plateforme de dialogue où tout le monde se parle, où on essaye sur ces sujets-là qui sont à première vue techniques, on essaye de bâtir du consensus, une volonté commune, en mettant parfois de côté les différents politiques que l'on peut avoir entre différents États membres, mais c'est sur ces sujets qui comment dire nous dépassent un peu tous, chacun individuellement en tant qu'État membre, et pour lesquels une réponse collective est nécessaire. Ce qui est intéressant donc à dire, on parle là de 43 pays membres, on parle de 25 je crois ou 27 pays européens et 15 pays de la région méditerranéenne, MENA entre autres, et en fait là donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que vous mettez sur le tapis, on va dire, tous autour d'une même table, en fait. Ces pays-là qui ont différents enjeux politiques, notamment, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout par rapport aux axes que vous venez de citer, donc développement durable, employabilité, économie bleue. On sait qu'il y a il y a vraiment beaucoup de contraintes et de défis pour chaque pays. Aujourd'hui, si on dresse le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que l'Union pour la Méditerranée, d'abord, c'est la discussion et l'échange, mais aussi c'est des projets
certains projets ont été, vous avez réussi à les mettre en place concrètement. C'est aussi des statistiques. Vous avez beaucoup travaillé sur ce volet-là d'archivage, de statistiques, de chiffres sur lesquels plus tard d'autres projets verront le jour. Donc au niveau du bilan concret, action et politique, qu'en est-il aujourd'hui au bout de 15 ans? Vous l'avez très bien dit, en effet, c'est probablement une des organisations au monde qui a une telle, à l'exception des Nations Unies, mais qui réunit une telle diversité de pays, de pays avec des niveaux de développement économique différents, avec des systèmes politiques très différents. Il y a en effet les 27 pays États membres de l'Union européenne et les 16 pays de la rive sud et est de la Méditerranée qui sont donc qui siègent au sein de l'UPM. Et donc voilà, face aux défis communs, il s'agit d'essayer de trouver les points de convergence entre tous ces pays. Le bilan, il est globalement positif. L'Union pour la Méditerranée n'est pas devenue une union au sens peut-être un peu comme l'Union européenne ou ce genre de choses, mais elle est ce cadre institutionnel, ce cadre multilatéral dans lequel se fait la coopération et le dialogue euro-méditerranéen. Et ça, je crois que maintenant c'est reconnu par tous comme étant l'Union européenne, ce cadre en effet où on peut dialoguer et construire des choses ensemble. Et en effet, il y a tout un travail qui est sur la dimension politique et politique commune qu'on peut avoir ou de faire converger, d'avoir des convergences en termes de politique dans le domaine de l'action climatique, de la protection de l'environnement, de l'économie bleue. Puis après, il y a tout le pendant projet, à la fois soit en appui à des projets menés par d'autres, ça c'est ce qu'on a appelé la labellisation, c'est-à-dire que ces 43 États membres apportent leur soutien officiel à un projet qui répond aux critères et notamment celui de renforcer la coopération régionale, de faire travailler les pays ensemble et puis surtout qu'il y a une capacité à être éventuellement répliquée, dupliquée dans d'autres régions de Méditerranée. Et donc ça c'était un axe fort. Aujourd'hui on a aussi évolué de plus en plus vers toute proportion gardée dans la limite de nos moyens qui sont limités, mais aussi vers de nouveaux instruments qui sont des programmes, l'appui à des projets concrets sur le terrain qu'on a lancé notamment avec l'appui de la coopération allemande, de la GIZ, pendant la pandémie et en sortie de pandémie pour accompagner le retour à l'emploi de différentes populations, notamment les plus marginalisées pendant cette crise sanitaire, dans différents pays États membres, de la rive sud, mais pas uniquement de la rive sud, aussi du nord, avec cette idée, voilà, encore une fois, d'être au plus près des préoccupations des populations, mais évidemment, voilà, encore une fois, avec les moyens qui sont les nôtres pour ce faire. Mais en effet, comme vous le disiez, il y a la dimension politique et puis il y a la dimension projet qui est un autre pilier très important de l'Union méditerranéenne qu'on souhaite pouvoir développer aussi de plus en plus. Parce que c'est finalement ce qui permet aussi concrètement de réunir les gens, de faire travailler ensemble différents pays, différentes populations, différents acteurs euro-méditerranéens, et ça c'est un élément essentiel de cette coopération et de ce dialogue euro-méditerranéen. Oui, pour citer quelques projets comme ça, par rapport à peut-être qui sont en lien avec la Tunisie, le projet de Sfax, par exemple, Tapaloula, il y a aussi le projet, par exemple, pour la protection du lac de Bizerte contre la pollution. Donc, c'est des projets comme ça qui peuvent être concernés aussi d'autres pays et sur lesquels vous travaillez. Alors Julien, est-ce que politiquement, aujourd'hui, vous vous considérez comme une fondation, une union qui a, enfin une organisation plutôt, pardon, qui a un poids. Voilà, vous avez cité tout à l'heure les Nations Unies. Certes, on n'en est pas encore là, mais est-ce que voilà, durant ces 15 années, vous avez évolué pour politiquement peser, on va dire, sur la balance? Oui, je crois qu'on a évolué, en tout cas, comme je le disais, on a suffisamment évolué pour être reconnu comme un cadre pertinent. Si
si l'Union pour la Méditerranée n'existe pas, je pense qu'on réfléchirait à comment la construire. Ouais. Parce qu'on voit bien que encore une fois, la seule réponse qu'on peut avoir face à des défis, à des enjeux qui sont aujourd'hui globaux, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, qu'il s'agisse même un autre sujet sur lequel on a récemment investi, et je dirais avec succès, mais il y a encore beaucoup de travail, c'est celui de la protection civile. Face à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, à la multiplication des feux dans différents pays de la région, on voit bien que, ou encore, comme on l'a vu en Turquie et en Syrie, un séisme, aucun pays n'est capable de faire... il y a des problématiques et surtout personne n'est capable d'y faire face seul. Donc on a besoin d'être solidaires, on a besoin d'y travailler tous ensemble parce que ce qui affecte la rive nord a un impact sur la rive sud et ce qui se passe au sud a un impact sur la rive nord. Nos destins sont liés comme les solutions sont liées. Exactement. 15 ans et donc aujourd'hui vous avez dressé le bilan et vous avez, j'imagine, un agenda pour les années à venir, je l'espère en tout cas. Quels sont les prochains défis de l'organisation, Julien? Quels sont les dossiers les plus urgents, même si, voilà, j'imagine que, bien sûr, on parle urgence climatique en premier, mais pas que. Ouais. Non, pas que, mais c'est vrai que l'enjeu climatique et ses conséquences, multiples, qu'elles soient humaines, sociales, économiques, en termes aussi de flux. On parle de plus en plus de réfugiés climatiques ou de migration climatique, etc. Donc il y a des nouvelles données. C'est clair que comment? Il y a les nouvelles données, en fait, qui s'ajoutent. Oui, et je dirais que c'est un peu l'enjeu transversal à beaucoup d'autres problématiques, et donc c'est clair que la question de la coordination des efforts sur la lutte contre le réchauffement climatique est clairement en haut de l'agenda. La question de l'emploi et du développement économique, parce que encore une fois, il y a aussi un énorme potentiel. Faut pas uniquement se focaliser sur les problèmes. Finalement, tous ces problèmes peuvent être aussi des atouts pour notre région, avec des compétences. Donc, ça suppose aussi de travailler sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que voilà, si on a des personnes qui sont bien formées, qui répondent aux attentes du marché ou à des secteurs d'innovation, ce seront autant de richesses qui pourront être créées et donc contribuer à la stabilité et à la prospérité de notre région. Donc voilà, le climat, le développement économique et l'emploi, les questions aussi humaines et sociales, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes, la question de l'inclusion des diverses populations, c'est aussi un enjeu très fort. C'est ce que souvent on dit, ne laisser personne derrière. C'est le plus difficile dans tout processus de développement, que chacun puisse en bénéficier. Donc voilà, toutes ces choses-là sont évidemment des priorités. Et puis aussi protéger notre mer, parce que notre mer, c'est la mer Méditerranée, c'est une ressource, c'est à la fois un lien humain très fort, mais c'est aussi une ressource économique, que ce soit en termes de pêche, en termes d'activités touristiques, etc. Et si on ne la préserve pas, on imagine évidemment toutes les conséquences que ça peut avoir pour les pays riverains et au-delà. Donc voilà ce sur quoi on travaille, et à tout cela, il y a lors d'un forum régional, celui de 2020, les ministres avaient fixé 5 priorités qui étaient aussi dans la continuité de la pandémie, et voilà, ce sont grosso modo celles-ci, auxquelles on a ajouté l'enjeu du digital et du numérique, parce que c'est la révolution dans laquelle on est et qui, on le voit avec l'intelligence artificielle, va s'accélérer, aller de plus en plus vite, et donc tout ça, il faut pouvoir l'intégrer dans nos politiques de développement et de coopération. Et le prochain moment fort, justement, pour avancer et discuter de tout cela, ce sera en novembre à Barcelone, c'est ça? Oui, ça va être un moment important, d'autant que ça va être pendant la présidence espagnole de l'Union européenne. Donc un État membre et l'État qui héberge le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée depuis presque 15 ans. Et ce sera aussi dans cette année anniversaire, donc ce sera évidemment l'occasion pour
pour les ministres ou leurs représentants des 43 États membres, aussi de faire le bilan et de définir les orientations pour les 15 prochaines années peut-être, ou en tout cas pour les années à venir. Ouais, on commencera par un quinquennat, c'est pas mal déjà. C'est ça, voilà. Donc voilà, prochain rendez-vous c'est le 27 novembre où on attend aussi la participation de la Tunisie ou du moins les représentants du ministère tunisien pour avancer tous ensemble. Merci beaucoup Julien Clèche, je rappelle vous êtes le directeur du cabinet du secrétaire général de l'UPM pour nous avoir présenté les activités de cette union pour la Méditerranée, ses grands défis et moi je n'ai qu'à vous souhaiter joyeux anniversaire et puis longue vie à cette union. Et de nombreux projets ensemble, je l'espère encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à votre radio d'avoir été aussi toujours un fidèle partenaire de l'Union pour la Méditerranée. Merci, bonne continuation, au revoir. Bonne journée, au revoir. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.